Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h. Les titres, une folle rumeur a couru hier dans la soirée annonçant le décès du cardinal Laurent Mosengo Passigna. Selon le secrétaire chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa, le prélat catholique va être évacué dans la soirée vers l'étranger pour des soins appropriés. Et puis renforcer la diplomatie politique en matière de santé et la création d'une agence africaine du médicament pour combattre la Covid-19. Des sujets au centre des entretiens qu'a eu le chef de l'État avec les membres du panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'État à l'Union africaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit, annoncé pour mort, l'archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo Passigna, est bel et bien vivant. Son état de santé s'est nettement amélioré. Hier, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe suite à l'annonce du diocèse de Kinshasa qui annonçait l'état critique du cardinal qui pourrait être évacué pour des soins appropriés à l'étranger. Dans son tweet, le cardinal Fridolin Ambongo a invité tous les fidèles catholiques à soutenir Laurent Mosengo Passigna et l'accompagner par des prières fervente et intense pour sa guérison. Je reçois tout de suite le porte-parole du chef de l'État pour nous lire des ordonnances présidentielles. Merci Anita Luamboa. Il y en a exactement 5, mais rassurez-vous, je ne prendrai pas tout le temps. Je ferai l'économie du texte pour aller à l'essentiel. Première ordonnance, l'ordonnance numéro 21-035 du 30 juin 2021 portant nomination des membres du conseil d'administration d'un établissement public dénommé Autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en abrégé. Le président de la République, au terme de cette ordonnance, sur proposition du gouvernement, ordonne article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'autorité de régulation de contrôle des assurances en abrégé ARCA les personnes dont les noms suivent. 1. M. Deogracias Mutombo Mwananyembo. 2. M. James Baituka Makula. 3. Mme Malangu Kabedi Mbouyi. Article 2. Est nommé à la fonction en regard de ces noms la personne ci-après, M. Deogracias Mutombo Mwananyembo, président du conseil d'administration. La deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21-036 du 30 juin 2021 portant nomination d'un gouverneur, des vice-gouverneurs et des administrateurs de la Banque centrale du Congo. Le président de la République, au terme de cette ordonnance, sur proposition du gouvernement et le Conseil des ministres entendus, ordonne et nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo, Mme Malangu Kabedi Mbouyi. Sont nommés vice-gouverneurs de la Banque centrale du Congo les personnes dont les noms ci-après. 1. M. Dieudonné Fikiri Alimassi. 2. M. William Pambou Pambou. Article 3. Sont nommés administrateurs de la Banque centrale du Congo les personnes dont les noms ci-après. 1. M. Thomas Batetele Bolekilinka. 2. M. Prince Leta Katumba. 3. M. Alain Kahasha Ntumwa Ntariba. 4. M. Louis Nsa Elongo Isemoli. 5. Mme Eliane Munkeni Kiekie. 6. M. Georges Chilenge Chambouyi. 7. M. Jean Nsele Ilema. 8. M. André Wameso Kwa Loloki. Troisième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21-037 du 4 juillet 2021 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, le Conseil des ministres entendus, ordonne. L'article 1er est prorogé pour une durée de 15 jours, prenant cours le 5 juillet 2021, l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Ordonnance numéro 21-038 du 4 juillet 2021 portant création, organisation et fonctionnement d'un programme de désarmement
démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en sigle PDDRCS, le président de la République, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, il est créé en République démocratique du Congo un service dénommé Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en sigle PDDRCS. Le PDDRCS est un service public placé sous la haute autorité du président de la République, de qui elle reçoit les orientations et à qui elle est rendu compte de son exécution. Le PDDC, nous sommes à l'article 2, résulte de la fusion du Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion en République démocratique du Congo, en sigle PNDDR, et du Programme de stabilisation et reconstruction des zones sortant des conflits armés, en sigle STAREC. Autre ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21039 du 4 juillet 2021 portant nomination du directeur général d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Régie des voies aériennes, en sigle RVA SA. Le président de la République, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, est nommé directeur général M. Alphonse Chungu Maungu. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le ministre d'État du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 4 juillet 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 5 juillet 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Merci beaucoup, Monsieur Kassongo Mbayamba, pour la lecture des ordonnances présidentielles. Nous vous remercions. La pandémie de la Covid-19 a considérablement amplifié le besoin urgent pour l'Union africaine et ses États membres de renforcer la diplomatie politique en matière de santé. La création d'une agence africaine du médicament était au centre de la séance de travail entre le président de la République et en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi, et les membres du panel chargés d'accompagner la mandature du chef de l'État, Fanny Kikoufi et Fils Matondo, pour le reportage. C'est dans le souci de booster l'industrie pharmaceutique africaine que l'Union africaine pense à créer l'Agence africaine du médicament. Reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce lundi à la cité de l'Union africaine, l'envoyé spécial Michel Sidibé a longuement échangé sur ces sujets avec le président de l'Union africaine. Le coordonnateur du panel chargé d'accompagner la mandature du chef de l'État à la présidence de l'Union africaine, le professeur Toumba Luaba, et la représentante spéciale de l'Union africaine en République démocratique du Congo, Madame Michel Ndiaye, ont aussi pris part à cette séance de travail. Michel Sidibé a fait savoir au sortir de cette audience que le chef de l'État a réaffirmé sa vision, celle d'une justice sociale. Le chef d'État a pris le temps de nous expliquer que sa vision reste la même, celle d'aller vers les populations, se battre pour une plus grande justice sociale, faire en sorte qu'il y ait une plus grande redistribution des opportunités pour les plus pauvres. Et cela, il a dit de façon très forte que la résilience était clé et qu'il fallait que l'Afrique réduise bien sûr sa dépendance en matière de médicaments, en matière bien sûr de vaccins. Nous sommes aujourd'hui frappés par la Covid, comme vous le savez. Mutualiser nos compétences, faire en sorte qu'on puisse certainement africaniser la recherche et le développement. En croire Michel Sidibé, plus de 10 chefs d'État africains ont exprimé la nécessité d'investir dans cette réglementation efficace et efficiente des médicaments, des produits médicaux et des technologies en termes d'avancée. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est se battre, aller d'un pays à l'autre
J'ai déjà fait pratiquement 17 pays, j'ai rencontré 17 chefs d'État pour essayer de porter. Ils sont tous favorables. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le médicament, comme je viens de le dire. Lorsque nous avons une population saine, nous sommes en train de transformer nos économies. Nous sommes en train de faire en sorte que la croissance soit là, mais que aussi qu'on réduise la dépendance par rapport à l'extérieur. Un minimum de 15 sur 55 États membres de l'Union africaine doivent ratifier le traité pour qu'il entre en vigueur. Une fois créée, elle sera la première agence africaine des médicaments à l'échelle du continent. Ancien sénateur et proche collaborateur du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le patriarche Tshilombo Mukuna a été mis en terre aujourd'hui. Le couple présidentiel a rendu un dernier hommage à ce grand homme. C'était au cours d'un recueillement avant le départ pour la nécropole entre terre et ciel. Patrick Michel Mukuyi et bienvenue Kabamba pour le reportage. Il faisait partie de la plateforme UDP et ses alliés lorsque la mort l'a surpris au matin du 24 juin 2021. Il venait d'avoir 75 ans. Jacques Tshilombo Mukuna fit partie de la première équipe de sénateurs élus sous la Troisième République. En 2016, il avait répondu à l'appel d'Etienne Tshisekedi Wamulumba et intégra le rassemblement avec ses proches. Son décès survenu à Kinshasa a attristé de nombreuses personnes au-delà de sa famille biologique. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a bénéficié de loyaux services de ce grand homme politique, lui a rendu un dernier hommage ce lundi. Aux côtés de son épouse, le président de la République s'est incliné devant la dépouille avant de déposer sa couronne de fleurs en mémoire du patriarche qui laisse derrière lui des enfants, petits-enfants et une carrière politique élogieuse. Après l'oraison funèbre et la bénédiction de la dépouille, le cortège funéraire s'est ébranlé en direction de la nécropole entre terre et ciel pour l'inhumation. Processus électoral en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a échangé avec le directeur général de l'Office national d'identification de la population et quelques membres du gouvernement. Les questions liées au recensement général de la population ont été abordées au cours de ces échanges. Pati Tondangou, Marcel Moubenga et bienvenue Loussala. 23 s'approche. Les Congolais doivent se préparer pour des échéances électorales à venir. Cela étant, l'étape du recensement de la population s'avère indispensable pour non seulement des élections crédibles et transparentes et démocratiques, mais aussi pour l'acquisition d'une carte d'identité faisant défaut à la population congolaise aujourd'hui. Pour y parvenir, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a regroupé autour de lui ce lundi 5 juillet quelques membres du gouvernement et les directeurs généraux de l'Office national d'identification de la population et de l'Institut national des statistiques pour dégager les voies et moyens d'entamer ces processus. C'est pour cette raison très principalement que son Excellence Monsieur le Premier ministre a bien voulu nous inviter ce jour pour qu'ensemble, et les 4 ministères et le service rattaché à ces ministères-là, de manière à nous permettre au jour d'aujourd'hui de voir ce que nous devons commencer à faire. Donc il y a toute une voie à suivre et pour cette fin-là, une commission venait d'être mise en place de manière à ce que d'ici 10 jours, un cahier de charge soit soumis à son Excellence Monsieur le Premier ministre et donc au gouvernement. C'est autant dire que le chef du gouvernement vient de démarrer les trains menant vers les élections futures. Je l'ai dit au sommaire, une folle rumeur a couru hier dans la soirée annonçant le décès du cardinal Laurent Mosengo Passigna. Selon le secrétaire chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa, le prélat catholique va être évacué dans la soirée vers l'étranger pour des soins appropriés. Eric Kabamba. C'est derrière ces murs que se jouent les pronostics vitaux de l'ex-cardinal Laurent Mosengo. En attente d'être évacué pour des soins appropriés à l'étranger, les chrétiens catholiques de la RDC ont passé un dimanche dans la prière. Pour apaiser les esprits de l'Église attristée, la chancellerie a précisé dans ses communiqués que son état de santé, bien que stable, restait préoccupant. Nous n'avions pas signé un communiqué officiel annonçant la mort du cardinal Laurent. Donc c'est une fausse rumeur qui circulait.
Tout a commencé le dimanche 4 juillet. C'est ce tweet publié à l'heure de l'Angélus qui a donné l'alerte pour tordre les coups aux folles rumeurs qui avaient enflammé les réseaux sociaux sur l'état de santé de l'ex-cardinal Laurent Mosengo. Ce lundi, en la cathédrale Notre-Dame du Congo, c'est le silence à la grotte. Encore sous le choc, quelques chrétiens enchaînent le chapelet. Tout est fait pour qu'il soit rapidement évacué pour recevoir des soins appropriés. De quoi souffrait le prince de l'église? Était-il suivi? L'église dit avoir pris les précautions. Quand la maladie, la crise s'est manifestée, on l'a vite amené à l'hôpital. La plus proche, c'est médecin de nuit. Dès qu'ils auront conclu, ils me transmettront les rapports médicaux en me disant voici la maladie dont il souffrait, voici l'élément qui le dérangeait, pour lesquels nous avons décidé immédiatement pour qu'il y ait ailleurs. Âgé de 81 ans, c'est originaire de Mongobélé, dans la province du Bandundu, était nommé archevêque de Kinshasa en 2007 et fait cardinal en 2010. Des dizaines de mouchoirs blancs ont été agités vendredi en Zambie dans un hommage national au père de l'indépendance, Kenneth Kaunda, décédé en juin à l'âge de 97 ans. Une disparition qui marque la fin d'une époque. La République démocratique du Congo a été représentée à ses obsèques par la ministre près le président de la République, représentant personnel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Pour la partie congolaise, Kenneth Kaunda était le symbole du patriotisme et de l'unité nationale. Jacques Kabwabwa. À l'âge de 97 ans, dans un hôpital militaire de Lusaka, Kenneth Kaunda, premier président de la Zambie, a reçu les hommages dignes de son rang. Le président de la République, président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, y a été représenté à la cérémonie d'hommage nationale par la ministre et après le président, professeur Nana Manoni Nakumba. Nul n'ignore ce qu'a été l'homme d'État et le baobab du paysage politique africain durant près d'un demi-siècle. Tant de qualités, le dévouement et les soucis du bien-être de l'Afrique et des peuples africains ont toujours été incontestables chez le docteur David Kenneth Kaunda, affectueusement surnommé KK, jusqu'au-delà des frontières de son pays. Son engagement pour l'indépendance des États africains, sa participation active à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue officiellement depuis 2002 l'Union africaine, ont balisé le chemin que nous suivons aujourd'hui à la tête de cette organisation continentale. Son Excellence le Dr David Kenneth Kaunda, paix à son âme, et ses pairs ont en effet relevé les défis tant internes qu'externes, persévéré dans leur quête de paix, d'unité et de solidarité africaine et contribué activement à la libération de l'Afrique du colonialisme et de l'apartheid. Rappelons toutefois que Kenneth Kaunda a dirigé la Zambie de 1964 à 1991. Les travaux de construction des sauts de moutons situés au croisement Cabinda et 24 novembre au niveau de la RTNC évoluent bien. Nos reporters sont descendus sur le terrain pour faire le constat de l'évolution des 10 travaux. Nanou Umba et JR Kabamba. C'est une question des jours. Les derniers sauts de moutons encore en construction le plus long avec ses 300 mètres de longueur sur l'avenue de la Libération. Ex-24 novembre sera bientôt prêt. Nous avons souffert avec les embouteillages sur cette route. La fin de travaux nous aidera à mieux circuler. Je suis contente que ça soit enfin fini. Parce que ça a un peu duré, il y avait beaucoup d'embouteillages au fait à cause de construction. Mais maintenant, je crois que ça ira mieux, les voitures pourront passer et nous aussi nous pourrons passer tranquillement. Les travaux ont atteint, à en croire l'ingénieur conducteur des travaux, Tarsis Moutala, 98%. Son évolution, tout le monde l'a suivi et aujourd'hui nous sommes à la fin. Hier, nous avons pu placer les enrobés, il y a eu des égratignures qu'il faudrait colmater avec du mortier, du mastic. Ça va essayer de désengorger un peu les embouteillages dans la ville
Et je crois que si ça peut marcher, il faudrait quand même penser à le faire aussi à l'intérieur du pays. Ce sera vraiment une très bonne chose. Surprise agréable pour nos équipes, le directeur général Victor Ntumba Chikela arrive sur le lieu pour inspecter les travaux. L'ouvrage imposant et très attendu doit bénéficier de l'attention de tous. Pas de tonnage au-delà de la norme, pas de moto au-dessus de ces sautes de moutons, a-t-il signifié. Nous sommes au bout avec les dernières sautes de moutons qui étaient sous la gestion de l'OVD. Et puis il y a le marquage qui doit être fait. Les poteaux vont arriver, on va les positionner sur cette partie. Il y a aussi la partie signalisation qui pourrait être faite peut-être la nuit. Je crois que l'ouvrage peut être remis à l'usage de l'utilisation. Chaque jour qui passe, les yeux de usagers de ces tronçons restent rivés sur ces travaux pour espérer renouer avec la fluidité habituelle de cette avenue historique qui est l'avenue de la Libération ex-24 novembre. Voilà, direction la province du Sud, Ubangui, une province aux potentialités énormes, encore non exploitée. Ce qui est déjà exploitable, c'est le maïs, le manioc et tant d'autres cultures vivrières, comme le témoigne ce reportage de Roger Idi de la RTNC Guémena. Si Banalia se trouve dans la province de la Chopo, Boutalui est dans la province d'Ibazouélé. Deux provinces reliées par la voie routière. C'est une véritable aubaine pour une population plongée pendant longtemps dans un espoir désespéré, car Ebanalia et Bouta sont des agglomérations agro-pastorales qui permettent à l'une et à l'autre des échanges commerciaux dans ce secteur. Après la première réhabilitation financée par la Banque mondiale au travers du projet ProRoute, ce tronçon mérite aujourd'hui une attention soutenue. C'est ainsi que le directeur général de l'Office des routes, l'ingénieur Herman Moutima Sakrini, l'a fait inscrire dans le programme d'entretien routier 2021 sur financement du FONER. La consistance des travaux ici faites par le directeur provincial de l'Office des routes Bazouélé. La province du Bazouélé et celle de la Chopo, sur base d'un devis commun, ont bénéficié d'un acompte pour intervenir mécaniquement sur la RN4. Les travaux qui seront exécutés vont être d'une manière discontinue, c'est-à-dire intervenir qu'à des endroits difficiles communément appelés points chauds, afin de permettre dans un premier temps le trafic régulier et fluide sur notre route. Grande était la joie de voir les gouvernants et gouvernés répondre au lancement des dits travaux, car là où passe la route, le développement s'ensuit avec ses effets collatéraux sur les sociales, la population riveraine. Déterminées à œuvrer dans les instances de prise de décision, les femmes décident de lever leur voix et de conjuguer leurs efforts pour plaider pour la représentativité des femmes dans la gestion du pays. Pour ce faire, la ministre d'État en charge du portefeuille les a reçues. Adel Kainda les a aussi encouragées. Angèle Mabiala pour le reportage. Ubangui est une province à vocation agricole, mais aussi ses potentialités minières et minérales s'affirment de plus en plus et attirent la convoitise des esprits et prix de développement économique. Voilà qui a présidé à l'implantation à Guémena de 3 sociétés mixtes, SEG, ITD et SCMM, à la tête desquelles se trouve M. Dédé Massa Mbane Kamchiran. À l'issue d'une visite guidée, des étendues de champs d'arachides, de maïs, de manioc et d'autres cultures vivrières, supervisées par des ingénieurs agronomes, M. Mbane Massa se confiait à la presse dans son bureau de travail. Nous pouvons dire que la province du Sud-Ubangui est riche au niveau du minerai, mais maintenant, au niveau de l'exploitation, il n'y a pas encore eu une exploitation comme telle qui a été effectuée au niveau du Sud-Ubangui. Nous sommes le premier comptoir qui sommes installés au Sud-Ubangui. Nous sommes une des premières sociétés minières qui sont installées au Sud-Ubangui. Nous allons en recevoir donc notre permis de recherche d'ici une semaine maximum, je pense. Et nous allons commencer vraiment à faire les premières recherches vraiment de façon non plus artisanale, mais industrielle. La richesse minière potentielle du Sud-Ubangui est confirmée ici par le géologue Gloire Sung. Là, je vous rassure, sans être contredit, que la province du Sud-Ubangui, actuellement, c'est une province à vocation minière et puis une province déclarée minière par le ministère national des Mines. Et puis, il y a certains minéraux qui se trouvent dans notre province du Sud-Ubangui qui ne se retrouvent pas dans d'autres provinces. Je le disais tantôt, déterminées à œuvrer dans les instances de prise de décision, les femmes décident de lever enfin leur voix et de conjuguer leurs efforts pour plaider pour la représentativité des femmes dans la gestion du pays. Pour ce faire, elles ont été reçues par la ministre d'État en charge du portefeuille, Adel Kainda. Angèle Mabiala pour le reportage.
La dynamique nationale des femmes candidates en République démocratique du Congo a un objectif, lutter pour la parité genre afin que les femmes soient représentées dans les instances de prise de décision. Elles appellent la ministre d'État en charge du portefeuille à s'investir pour la concrétisation de ce projet. Tant qu'il y a ces inégalités dans les instances de prise de décision et surtout que nous avons des instruments juridiques nationaux qui consacrent la parité et même les engagements internationaux que la RDC a pris pour accroître cette participation des femmes. La DINAFEC va toujours militer pour atteindre cet objectif. Ce que nous attendons d'elle par rapport à ces attributions, c'est de pouvoir prendre en compte la dimension genre dans tout ce qui relève de ces attributions. Adel Kainda Maïna a dit toute sa joie de voir les femmes lutter pour la promotion de la femme. Les femmes doivent être fortes, même devant les obstacles. Elles doivent se relever et continuer leur combat, a-t-elle renchéri. La présidente de l'ASBEL Initiative Plus lance les activités attractives du parc de Main-Vallée de Lansele. À cette occasion, Marie-Olive Lembe-Kabila a procédé à l'inauguration de la longue tyrolienne d'Afrique d'une longueur de 2400 km. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et le ministre du Tourisme. Reportage. Marie-Olive Lembe-Kabila, épouse de l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange, a lancé le dimanche 4 juillet les activités attractives du parc de Main-Vallée de Lansele. Parmi ses hôtes de marque, il y a F. Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, et Modéron Simba, ministre du Tourisme. L'approche du gouvernement, c'est celle d'officialiser et de faire asseoir le partenariat public-privé qui passe par la mise en valeur de cette œuvre en la présentant comme étant l'œuvre de l'État congolais. Les deux personnalités ont visité le quartier général de Gazebo avant de faire le mouvement vers Kisangani à la découverte des bungalows construits dans la nature dans une architecture exotique ouverte à tous les touristes. Ensuite, la délégation a assisté au vol du Faucon, la tyrolienne la plus longue, 4e au monde et la première en Afrique centrale, installée à 650 mètres d'altitude, longue de 2400 mètres et forte d'un dénivelé de 320 mètres. Stupéfaits, les hôtes de Marie-Olive Lembe-Kabila découvrent un restaurant gastronomique, un lunch bar et un nightclub placés dans les épaves de ces avions. F. Bazaïba et Modéron Simba sont également satisfaits de savoir que leur secteur est enrichi de nouvelles opportunités qui est la piscine olympique d'une capacité de refoulement de 60 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 4 mètres pour les compétitions nationales et internationales. Le parc de la vallée de Lansele, un patrimoine national du couple Kabila, il permet de vendre positivement le pays sur le plan touristique au niveau international. La Sino-Congolaise des mines passe à la deuxième phase de son projet minier en République démocratique du Congo. Ce géant minier, au-delà des nouvelles acquisitions dans l'exploitation, projette une production commerciale annuelle de 250 000 tonnes de cuivre cathodique. Cédric Enina. C'est un partenaire du gouvernement congolais dans la réalisation de plusieurs travaux d'infrastructure. La Sino-Congolaise des mines a entamé à Kolwezi, dans le Lualaba, la deuxième phase de son projet minier en République démocratique du Congo. Occasion pour le directeur général de la SICOMINE de revenir sur les étapes qui ont concouru à cette deuxième phase, notamment la construction du système métallurgie, tout en soulignant les difficultés rencontrées suite à la crise sanitaire, mais aussi à l'organisation complexe entre plusieurs unités de construction. Il faut également signaler que la première phase garde sa stabilité de production et dépasse souvent sa capacité prévue, a-t-il ajouté. Le directeur général a dans le même cadre appelé les différents services et travailleurs à relever les défis dans la construction de la deuxième phase en vue de contribuer efficacement à l'accroissement de la production et à l'économie nationale. Il a par ailleurs remercié et félicité au nom du comité de direction tous les responsables de chaque unité de construction, chaque usine et département, tous les personnels en particulier, tous les employés congolais travaillant en première ligne ainsi que leurs familles. La deuxième phase projette une production commerciale annuelle de 250 000 tonnes de cuivre cathodique.
Trop de rumeurs et fausses informations qui circulent dans les réseaux sociaux sur le coronavirus. Et pour lutter contre cela, des points focaux sont formés par le syndicat d'entraide chrétienne à l'initiative du ministère de la Recherche scientifique. Objectif, donner la bonne information sur cette pandémie qui continue à endeuiller des milliers de familles à travers le monde. Marika Long et Ramazani Moulanda pour le reportage. 30 personnes qui sont tous des points focaux du syndicat d'entraide chrétien dans leurs provinces respectives sont ici à Kinshasa. C'est pour une formation sur les méthodes et techniques de collecte des rumeurs et fausses informations liées à la Covid-19. Et les apprenants viennent donc des 4 provinces les plus affectées par le coronavirus. Il s'agit de la province du Nord Kivu, du Haut-Katanga, du Congo central et de Kinshasa. Il faut signaler que cette formation fait suite à une précédente organisée le 28 juin dernier au centre interdiocésain de Kinshasa à l'intention des leaders religieux et communautaires autour de la même thématique. Dans son mot de circonstance, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Pandakabangu, qui a ouvert l'atelier, a souligné qu'il n'était pas question de faire la promotion d'un quelconque vaccin, mais plutôt de donner la vraie information sur le Covid-19. L'organisation de cette réunion tombe à point nommé étant donné la gravité de la situation consécutive au rebond du variant Delta, très infectieux et très mortel. Et puis, le révérend pasteur Milenge, secrétaire du syndicat et deuxième vice-président de l'Église du Christ au Congo, a comparé le rôle des points focaux à la fille esclave qui a donné au général syrien Naaman une information qui lui a sauvé de la lèpre. Et cet atelier est financé par l'ambassade du Royaume de Suède au Congo et exécuté par le syndicat d'entraide chrétien avec l'assistance technique d'Internews. Enfin, les députés nationaux de l'Union sacrée saluent et soutiennent la décision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, celle de décréter l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Sandra Nyangui. Des voix continuent à s'élever pour soutenir l'état de siège décrété dans quelques coins du pays par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi soutenir les forces armées de la République au front pour le rétablissement de la paix. La dernière en date, c'est celle des députés nationaux du regroupement politique Alliance pour l'avenir AAA de Pius Mwabilou. Le comité directeur du regroupement politique Alliance pour l'avenir salue ce jour de son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans un élan de compassion envers les victimes de l'éruption volcanique du Nyiragongo à Goma et de réconfort à nos forces armées de la République démocratique du Congo qui font face aux groupes armés dans les provinces de l'Est. Ces députés nationaux soutiennent aussi la vision du chef de l'État axée essentiellement sur le bien-être des Congolais. Nous appelons nos militantes et militants ainsi que tous nos élus de travailler pour le soutien de la nouvelle vision de la gouvernance en République démocratique du Congo. Ces regroupements politiques saluent le leadership du chef de l'État ayant abouti à la création de l'Union sacrée. Voilà, vous avez reconnu le timbre vocal d'Éric Kabamba. Ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi. Je passe la main à Françoise Bouella pour la grande édition de 20h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.